Ok, là les fans de Chief Keef sont en train de péter un câble. Comment ça il ose dire ça? Chief Keef c'est le patron, le boss de cette nouvelle génération, il a influencé tout le monde, etc. etc. Et tu sais quoi, je suis totalement d'accord. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs il y a quelques années où j'expliquais justement que Chief Keef est l'un des rappeurs les plus influents de cette nouvelle génération. Mais je vais te dire autre chose. Chief Keef c'est aussi l'un des plus gros pétards mouillés. Ouais, parce que Chief Keef en fait avait un potentiel énorme. Ça devait être le nouveau 50 Cent. Oui, le 50 Cent de cette génération. Il avait le look, l'histoire, la musique pour convaincre toute une nouvelle génération. Et pourtant, sa carrière est quasiment au point mort. Ok, il sort des trucs, etc. mais il est plus dans les charts. Tu as beaucoup d'artistes qui sont arrivés dans cette même époque, 2011-2012, qui sont encore aujourd'hui ici à sortir de la musique. Travis Scott, Tyler, the Creator, A$AP Rocky, Wiz Khalifa, etc. D'accord, c'est peut-être plus que c'était avant, mais ils sont encore là, quoique Tyler, the Creator et Travis Scott, c'est quelque chose. Et A$AP Rocky, il a chopé Rihanna, rien que ça, il est validé, d'accord? Donc, Chief Keef, lui, n'est plus au top. Alors, ok, c'est resté une légende, un rappeur influent, mais il n'a pas été au rendez-vous avec son destin. Et dans cette vidéo, justement, on va revenir sur cette période de sa carrière. Au moment où il réussit à percer, d'accord, jusqu'au moment où les choses commencent à se dégrader. Et on va essayer de revenir sur les quelques raisons qui ont causé sa perte. Alors, je parle bien sûr de sa carrière. Alors, avant de commencer cette vidéo, ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc, la chose que je te demanderais, c'est de mettre un like, un commentaire. Ah oui, j'oublie des fois de le faire. Je suis rentré direct dans le truc. Yo, tout le monde, ici, c'est Chris Iconic. Et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Ça y est, on peut y aller. Bon, on va commencer cette vidéo en 2011, une période où le rap game devient de plus en plus soft. Donc le rap game devient doux comme un pull en cachemire. Tu vois ce que je veux dire? Cette nouvelle génération d'artistes mise en avant par les médias spécialisés ne représente plus la rue comme la précédente. Les rappeurs font preuve de maturité, ils peuvent même se montrer vulnérables. Et en plus de ça, ils sont talentueux. Ça me dégoûte. Et parmi ces artistes, tu as notamment J. Cole, Drake, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Wale, Big Sean, Kid Cudi, bref, toute cette génération d'artistes-là qui sont arrivés entre 2009 et je dirais 2011-2012. Un excellent cru. Mouah. Bon, heureusement, dans cette période-là, pour tenir la baraque du rap ignorant, il y a Waka Flocka, et Rick Ross. Sans parler qu'il y a tout le mouvement hipster qui nous envahit et qui nous donne envie de troquer nos baggy contre des slim. Il a mis un régular coupe skinny section, javelot section pointe. On n'aime plus trop les pantalons gelards. D'ailleurs, 50 Cent, qui d'ailleurs dans cette période-là avait déjà tapé tous les super méchants gangsters qui voulaient lui faire du mal, était dans une période où sa carrière était un petit peu au ralenti, tu vois, mais il connaissait un certain succès. Et justement, le rappeur avait clairement montré son désintérêt du game à cause de ce côté un petit peu soft qui s'était installé dans le game. I think you miss the things when they're gone. When you look around and you see it then turn into this little hipster thing, and culture's not even what it was initially. You start to look for something that's representation of what it was in the past that you actually loved about it, or that you actually enjoyed. Like it turned into a fashion show for a little while. Pendant que les rappeurs étaient trop occupés à traîner en friperie, une furie tout droit venue de Chicago était en train de désarçonner le rap game avec une musique allant à contre-courant de ceux qui étaient plébiscités à ce moment-là. Je parle bien sûr ici de Chief Keef. Il n'a que 16 ans lorsqu'il sort ce morceau. On retrouve une rage et une spontanéité assez hors du commun pour l'époque. Mis à part un Waka Flocka, mais encore lui, c'était un peu plus contrôlé. Donc Chief Keef, lui, c'était clairement en roue libre. Alors que le rappeur était en résidence surveillée, Chief Keef invite tous ses potes à venir chez sa grand-mère pour tourner ce clip dans des conditions plutôt rudimentaires. Hein. Le seul effort qu'ils ont fait dans ce clip, finalement, c'est de sortir leur meilleure tenue True Religion. À ce moment-là, la marque était très chaude. Je me rappelle avoir acheté un jean à 500 balles à cette époque-là. Non, en vrai, je regrette pas, c'était lourd. Et donc, le morceau devient viral et fait rapidement des millions de vues. 50 Cent découvre Chief Keef et il accroche instantanément. En quelque sorte, Chief Keef lui rappelle lui au début de sa carrière. Car lui aussi a débarqué dans une période où le rap game commençait un petit peu à devenir un peu trop propre, édulcoré pour pouvoir passer à la télévision et à la radio. On se rappelle qu'en 2003, au top des charts, tu avais Outkast avec l'album Speaker Box and the Love Below. Jay-Z avait déjà troqué son jersey contre un costard sur mesure.
Sans parler de Nelly Ja Rule ou Didi qui nous pondaient les soundtracks de nos premiers baisers. Par contre, lorsque 50 Cent a débarqué, c'était la soundtrack de nos premières descentes. Et en plus de se voir en lui, 50 voit en Chief Keef une sorte de fils, tu vois. Il a un rapport presque paternel avec lui. Et ça, il explique très bien. Au moment où il découvre Chief Keef, il a 37 ans. Et Chief Keef en a 16. Donc, en quelque sorte, Keef aurait pu être son fils. When you see Chief Keef, I look at him and I go, his age says my son would be Chief Keef if we didn't make it. You feel me? So I look at it and I go, I like that, man. I like him. And I think he can blossom, grow into something better. Donc totalement conquis, 50 se dit qu'il doit faire absolument écouter ça à Jimmy Iovine, le boss d'Interscope et l'acolyte de toujours de Dr. Dre. Et Jimmy Iovine voit tout de suite le potentiel de Sosa. Et le boss d'Interscope justement n'est pas connu pour perdre de temps et encore moins pour louper des opportunités. Donc il demande à ce qu'on fasse venir sur le champ à LA Young Chop. Je cite, il doit absolument aller en studio avec Dr. Dre. Et en ce qui concerne Chief Keef, il faut absolument le signer à tout prix. Forcément, c'était pas les seuls à avoir vu le talent du Chief Keef. Il y avait plusieurs autres labels qui étaient sur le coup, notamment Cash Money ou encore CTE, le label de Young Jeezy. Ils avaient tous fait leurs offres. Mais Chief Keef, tu vois, il a toujours été fan de 50. Et c'est justement ça qui va faire pencher la balance vers Interscope. Après une guerre d'enchères entre plusieurs majors, Sosa signe officiellement chez Interscope le contrat le plus lucratif de son époque, battant ainsi A$AP Rocky qui avait signé l'année précédente, si je me trompe pas, pour 3 millions de dollars. Chief Keef, lui, va signer pour 6 millions de dollars. Et c'est pas volé, il les valait carrément. Et qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs dans ce contrat? Alors, entre autres, la création d'une structure, Glory Boys Entertainment, son label, sa propre ligne de casque audio en collaboration avec Beats by Dre, un contrat d'édition avec Dr. Dre et son propre film. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ce type de contrat-là? Et ouais, je te parle bien sûr de 50 Cent. Parce qu'ils avaient compris une chose, Chief Keef c'est plus qu'un rappeur en fait, c'est une icône. Au moment où il pète, il met la lumière sur tout Chicago, ou devrais-je dire Chirac. C'est là où les gens découvrent que là-bas, il y a une vraie guerre de gangs qui se passe là-bas. Tout le monde avait l'habitude d'entendre parler des Bloods et des Crips, mais en fait, personne parlait des Black Disciples, des Gangster Disciples et de tous les autres gangs de Chicago, et je dirais même de l'Illinois. Et en fait, avec le succès de Don't Like, il va mettre la lumière sur tout ça, sur toute une nouvelle dynamique, et les États-Unis sont choqués à ce moment-là. Et le shock value, justement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait longtemps que tu regardes mes vidéos. Qu'est-ce que ça fait le shock value? Ça attire l'attention. Ouais. Et l'attention, ça attire quoi? Les pépettes. Exactement. Et Chief Keef, justement, c'était le leader de ce mouvement-là. Donc forcément, Interscope devait absolument investir sur lui et se dire, ok, ce gars-là nous propose un nouveau storytelling dans le rap et ça doit être nous qui devons le présenter au monde et il va nous rapporter énormément d'argent. Et justement, c'est ça le problème. C'est que Chief Keef ne va pas comprendre la vision. Et là, justement, je vais énumérer quelques-unes des erreurs qui ont fait que Sosa n'a pas été au rendez-vous avec son destin. Peu de temps après sa signature chez Interscope, les choses s'enchaînent pour Cozart. D'ailleurs, c'est très intéressant. Son nom de famille, Cozart, c'est Mozart, mais tu remplaces le M par le C. Donc, est-ce que ce serait pas un signe finalement? Non. Ok, peu importe, je m'emporte. Donc après cette signature, tu as d'abord le remix de Don't Like par l'équipe de Good Music. Kanye West était au top de sa forme. Il revient à ses racines de Chicago pour SO, tous les rappeurs chauds de Chicago. Il y a le morceau bien sûr Love Sosa qui fait suite à Don't Like, qui est dans le même délire, un peu plus travaillé, qui cartonne aussi. Et donc tout ça est en train de préparer le terrain de l'album Finally Rich. Et justement, il faut faire la promotion de cet album. Et pour ça, c'est super important d'avoir un single fort, tu vois. À l'époque, par exemple, tu avais Future qui avait sorti son premier album Pluto. Et le single fort, tu vois, c'était... Tu as eu Same Damn Time, Turn On The Light, c'était des singles forts de l'album qui ont permis de vendre l'album. Et donc Chief Keef, il avait le morceau Hate Being Sober. C'est un morceau qui est excellent avec en featuring 50 Cent et Wiz Khalifa. Et donc c'était parfait pour faire la promotion une semaine avant la sortie de l'album. C'était en quelque sorte le focus track.
Donc c'était vraiment game time pour Sosa. Il fallait rester focus. Il était en train de jouer son avenir et je dirais même qu'il était en train d'écrire l'histoire. Bah ouais, parce que si ça cartonne pour Chief Keef, forcément, ça ouvre la porte à plein d'autres rappeurs de Chicago. Bon, clairement, il l'a fait, mais clairement, ça allait encourager les majors à aller chercher là-bas. Donc normalement, après Finally Rich, Chicago ne sera plus jamais pareil et ses poches non plus. Mais il va tout faire foirer. Je t'explique, la maison de disques va investir beaucoup d'argent pour ce clip. Le jour du tournage, Chief Keef loupe un vol, ok? Il en book un autre, il rate le vol, il en book un autre et il rate le dernier vol. Bon, d'après ce que j'ai entendu, il a raté 3 fois le vol, mais je crois que c'est 2 fois. Peu importe. Et justement, à partir de là, au lieu de se dire, ok, il faut absolument que je trouve une solution, il décide de se dire, fuck it, j'irai pas. On reporte. Et 50 Cent, qui est connu pour sa rigueur en tant que rappeur et businessman, pète un câble. Il se dit, mais c'est un baiser. Nous, on est déjà sur place avec Wiz Khalifa et c'est maintenant qu'il nous dit qu'on reporte. C'est mort. J'ai un emploi du temps hyper serré. On est là, on doit tourner. Après, 50, tu vois, il a un côté très paternaliste en quelque sorte avec Chief Keef. Donc, il prend l'initiative de prendre son téléphone, d'appeler les équipes de Chief Keef pour leur demander de venir. I talked to them on the telephone 2-3 times that day saying, look, you gotta come. You know how you get momentum and you feel like Michael Jackson for a minute in his circle, that they felt like he could actually do that. But then they didn't even respond. The video still ain't shot. Dès qu'il voit le retour de l'équipe de Chief Keef, il a abasourdi. Donc il tutera ça. Chief Keef ne s'est pas pointé au tournage de sa propre vidéo. Je n'ai jamais rien vu de tel pour une première chanson. Là, on parle d'un mec qui s'est fait tirer 9 fois, qui était en guerre avec v'là les gangsters. Il n'a jamais vu un mec aussi peu responsable de son avenir. Donc il est vraiment choqué là. Et là, il redit, hein, ce n'est pas une blague. Chief Keef n'a pas encore vendu de disque qu'il va déjà tomber dans l'oubli. 50 Cent, qui a vécu dans un environnement très similaire à celui de Chief Keef, comprend pas le comportement du gars en fait. Il se dit, mais attends, le gars, il a la possibilité de sortir tout ça. C'est son ticket de sortie, tu vois. Plus jamais sa vie sera la même. Il doit juste travailler dur pendant les premières années de sa carrière et ensuite décoller. D'ailleurs, il aurait pu travailler très dur pendant longtemps finalement, au vu de ce qu'il gagne. Et il se dit, mais comment ça se fait que ce gars-là s'en bat les couilles de cette manière-là? Donc il est choqué par ce qui se passe. Et d'ailleurs, 50 en parlera assez souvent, et notamment dans une interview, voilà ce qu'il explique pour nous montrer à quel point Chief Keef est passé à côté de l'histoire. C'était un peu la même chose pour moi avec Wangsta, l'un des premiers singles qu'il a vraiment propulsé à une échelle nationale. J'aurais pu rester chez moi et ne jamais tourner Inda Club. Vous imaginez s'il avait jamais tourné ça? Tu sais quel momentum j'avais dans le circuit des mixtapes? Donc si après que Wangsta soit sorti, je m'étais dit, j'ai grave du buzz, et quand il faut tourner le clip de Inda Club avec Eminem et Dr. Dre, je me ramène pas? Et ben c'est exactement là où Keef en était dans sa carrière. Et là, ça nous montre un petit peu là où Chief Keef a réellement foiré, tu vois. Et donc déjà là, c'est une grosse dinguerie. Et donc finalement, Finally Rich s'écoulera à peu près 45-50 000 exemplaires la première semaine. Alors, résultat qui n'est pas mirobolant, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas encore le streaming, on en était très loin. Certes, il y avait iTunes, mais le téléchargement illégal était encore hyper présent. Moi, par exemple, j'ai toujours acheté des albums légalement, donc les artistes touchaient toujours leur argent, mais vous, par exemple, la plèbe, vous téléchargiez, donc forcément, les résultats à cette époque-là étaient biaisés, mais avec le stream en 2022, l'album a été certifié disque de platine avec plus d'1 million d'albums vendus. Donc, le résultat est plutôt correct, mais c'est pas les 5-10 millions d'albums vendus d'un 50, tu vois. 50, typiquement, premier album, 10 millions d'albums vendus. Alors, à ce moment-là, on peut peut-être se dire que il n'avait pas autant de succès qu'un 50, mais disons que quand même, il avait énormément de critères lui permettant de devenir une véritable icône. Donc, en conclusion, gros manque de sérieux de la part de Keef, pas du tout au courant de ce qui lui arrive, hyper léger le garçon. Alors, aujourd'hui encore, il y a des rumeurs, j'entends des choses circuler à gauche à droite, qui disent que Chief Keef serait autiste. D'ailleurs, au début de sa carrière, les gens pensaient qu'il était clairement attardé, notamment à cause de ses interviews catastrophiques, par exemple celle-ci. You, Chief Keef. I'm trying to figure out why I can't ask him no questions. You got the goon squad in the background, like nah. Et parmi les interviews ratées, tu as notamment celle-ci qui est devenue culte parmi les fans du rappeur. So how old are you? 300. I'm 300, man.
Alors, pourquoi il était comme ça? Il faut dire que Chief Keef, au moment où il signe, il sort fraîchement du bloc. Et on est dans une période où les maisons de disques investissent beaucoup moins dans le développement artistique et dans le media training. C'est-à-dire que les artistes comme ça qui arrivaient en maison de disques, ils n'étaient pas entraînés à communiquer auprès des médias. Donc, lorsqu'on met un artiste comme Chief Keef qui a l'habitude d'être dans un environnement où il a des ennemis, où il doit faire attention, où justement il doit pas répondre aux questions qu'on lui pose, et ben c'est compliqué pour lui d'un coup de se transformer en célébrité, en personne agréable qui répond à toutes les questions. Donc je pense qu'il y a tout ça et en même temps il est impressionné par tout ce qui se passe autour de lui. Il faut dire qu'il y a des caméras, il y a des fans, il y a des gens qui le sollicitent de partout, c'est assez particulier. Et justement, je vais encore faire une comparaison avec 50 parce que clairement, je trouve que cette comparaison est faisable. 50, au début de sa carrière, c'était un très bon communicant. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, 50. 50, c'est quelqu'un qui bouquine et qui est un vrai stratège avec ses ennemis. C'est pas pour rien qu'il a survécu à autant d'ennemis et qu'il a réussi à bâtir une carrière comme celle-ci. Et c'est justement pas du tout le cas de Chief Keef. D'ailleurs, voilà ce qu'il dit au sujet de Chief Keef pour justifier pourquoi le rappeur a beaucoup de mal à faire des interviews. In the beginning, they thought Chief Keef was like slow. I was like, it's not slow. He just doesn't understand. He doesn't understand what's going on around right now. This is exciting. There's too much going around. Et avec le recul, on peut se dire qu'il aurait dû la jouer à la PNL, Freeze Corleone. D'ailleurs, en parlant de Freeze Corleone, il y a 2 semaines, je vous ai sorti un excellent LSD sur le 667 où je reviens en détail sur toute l'histoire du collectif. YouTube, je sais pas pourquoi, a décidé de me démonétiser la vidéo. Donc, il est possible que parmi vous, il y ait des gens qui n'ont pas vu cette vidéo-là. Si tu aimes le 667, si tu aimes Freeze Corleone, et aussi, si tu aimes ma chaîne YouTube, je vais te demander d'aller la regarder et d'aller la partager un maximum parce que ça me casse les couilles. Lorsque c'est démonétisé, YouTube va moins pousser la vidéo et ça me casse les couilles. Donc, j'espère que vous allez me donner cette force. C'était le moment promotion. Avec le recul, on peut se dire qu'il aurait dû la jouer à la PNL, Freeze Corleone, ou même Beyoncé, tu vois, ce genre d'artistes-là qui créent justement une mystique autour d'eux en ne donnant jamais d'interview. Mais il faut dire qu'à l'époque, il savait pas, c'était encore un jeune artiste, il était en développement. Donc le but, c'est de communiquer le plus possible. On était dans une période de tâtonnement, il faut dire. Donc ça, à la rigueur, ce n'est pas très grave. Mais le fait d'être un mauvais communicant n'a pas joué en sa faveur. Refuser le mentoring de 50 Cent. Merde. Alors 50 Cent est connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche. En interview, il a souvent raconté le désastre que fut le tournage du clip 8 Being Sober. Et justement, je te parlais du fait qu'il a appelé l'équipe de Chief Keef. Et ben, c'est parce qu'il avait un petit peu ce rôle de mentor au début de la carrière du rappeur. Le boss de G-Unit lui donnait des conseils, disait du bien de lui et globalement, il faisait en sorte de le guider dans la bonne direction. D'ailleurs, dans cette courte période, ils avaient vraiment l'air d'être proches. Tu avais pas mal de vlogs où tu les voyais ensemble et tu avais notamment un vlog de Young Chop où tu vois justement Chief Keef et 50 ensemble. D'ailleurs, dans cette vidéo, tu vois 50 mettre une gentille CP à Young Chop pour avoir des prods. What's up? Hey, since you done made the motherfucking record, you done moved out here to Hollywood, you out here acting different. I'm on you, nigga. I'm already on you. Where my shit at, nigga? I need some hits too. Même après plusieurs millions, ça reste un mec de South Jamaica, Queens. Et très honnêtement, Chief Keef, ça aurait dû être la suite de 50. En fait, tu avais Dr. Dre, Eminem, 50 Cent et ensuite Chief Keef. Mais après que 50 Cent se soit exprimé à la radio au sujet du désastre donc de 8 Being Sober, Chief Keef, qui était à ce moment-là en promotion pour le projet Bang 3, lui a répondu ça sur Twitter. 50 Cent, t'es toujours yombe que je sois pas venu dans le désert? Négro, fume un peu. Wiz Khalifa s'en bat les couilles du son. Hashtag glow up. Et en interview, lorsqu'on lui demandera est-ce que 50 Cent est ton mentor, il répondra que non. Now, I heard that 50 Cent is your mentor. Is that true? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que Chief Keef, c'est pas du tout un visionnaire. C'est quelqu'un qui vit dans l'instant, dans le plaisir instantané, là, ce qu'il vit en ce moment. La console, la fumette, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui voit sur le long terme. Contrairement à 50, qui est très on point sur ce qui se passe, sur la réalité. Ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, 50 Cent, finalement, c'était le seul qui pouvait réellement le comprendre et qui pouvait avoir une forme d'affection pour lui. Donc refuser, tu vois, le mentoring de quelqu'un qui le comprend totalement comme ça, eh ben c'est totalement dommage. Après l'acquisition de Beats by Dre par Apple, Jimmy Iovine
quitte Interscope pour l'écurie de la pomme croquée pour le lancement de Apple Music. Alors Chief Keef validait fort Jimmy Iovine, c'était en partie pour lui qu'il avait signé chez Interscope. Et Jimmy Iovine, lui, avait déjà depuis longtemps l'habitude de gérer les têtes brûlées, tu vois, il a bossé avec Tupac, Defro, The Game, Jimmy Henchman. Donc c'est pas ce petit agité là de 16 ans qui allait vraiment le faire peur en fait, tu vois, il savait comment déjà l'encadrer bien. Et d'ailleurs le petit là était heureux, mais lorsqu'il a appris que Iovine allait se barrer, bah là il s'est dit putain, il va falloir que je me casse. Et donc c'est à partir de là qu'il commence à faire le nécessaire pour se faire virer d'Interscope. Et crois-moi, lorsque Chief Keef ne veut pas faire quelque chose, tu vas le savoir très vite. Il a arrêté d'aller aux concerts, aux réunions, etc. Donc très vite, il a manqué à son contrat et il s'est fait éjecter d'Interscope. Donc, mission accomplie, il voulait redevenir indépendant pour être libre et pour gagner un maximum de sous. Mais il fait un move très bizarre à partir de là. Quelques mois après avoir été joyeusement éjecté d'Interscope, Chief Keef atterrit dans une structure tenue par un mec assez bizarre. C'est un ouf lui. Il lâche une caisse normale sur un tapis rouge, il s'en bat les couilles. Donc ça annonce déjà le bail. Et si ce mec là s'en bat les couilles et que Chief Keef s'en bat les couilles, ça va faire mauvais ménage, ça. Ce type se nomme Alki David. C'est un businessman grec sulfureux à la tête d'un empire d'1,7 milliard de dollars dans les médias, le mannequinat et plein d'autres domaines. Comme tu as pu le voir, Alki David a un tempérament assez particulier. C'est notamment lui qui possède la société qui a projeté l'hologramme de Tupac en 2012. Ce dernier, qui n'avait absolument aucune expérience dans le rap, a réussi à signer Chief Keef pour 300 000 $, 7 albums en 360 deals, un contrat 360, c'est un contrat en fait où la maison de disques va toucher à la fois sur le merch, sur les concerts, en gros sur toutes les activités en plus de la musique. Et il aura une BMW et cette signature clairement c'est un fiasco. Alors là d'ailleurs je demande aux fans de Chief Keef qui l'ont suivi entre 2015, 2016, 2017 de témoigner en commentaire, de me donner aussi leur point de vue parce que je suis curieux de savoir ce que vous pensez aussi, mais moi d'un point de vue extérieur c'est une catastrophe et d'ailleurs même c'est une humiliation et je dirais même qu'il a cassé le mythe de Sosa, parce qu'il y avait quand même un mythe autour de lui, tu vois. Et justement, ce qui a notamment cassé le mythe de Sosa, c'est au moment où le milliardaire suspendra le contrat de Keef et qui lui reprendra la BMW, car l'équipe de Sosa a lancé une tournée sans l'autorisation du label. Would you believe that none of these cars belong to me? They're all my wife's and one repossessed from Chief Keef. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, ça va un peu esquinter l'image du rappeur. Donc, t'as un mec comme ça qui débarque de je sais pas où, qui vient dans ta culture, qui t'achète et t'oblige à faire des trucs comme ça. Donc déjà là, ça va pas du tout. Ensuite, en termes d'album et d'accompagnement, ça va être assez catastrophique. Je vais pas trop rentrer dans cette période-là. Il avait 7 albums à faire, etc. Et le label dans lequel il est signé, qui est donc Filmon, est empêtré dans des problèmes judiciaires. La société doit 50 millions de $. Et justement, j'ai retrouvé une vidéo du boss du label, donc le milliardaire, en train de gueuler sur ses créanciers. Il est monté sur la table, il a sorti sa bite, il voulait pisser sur les gens. C'est un malade. Donc quand tu vois ces images-là, tu te dis clairement que c'est pas la meilleure personne adaptée pour gérer la carrière d'un rappeur. D'ailleurs, dans une petite interview, il a dit ça. How do you feel that I personally up your career single-handedly? Alors là, je vous ai donné quelques-unes des grosses erreurs que Chief Keef a fait dans sa carrière. Mais parmi elles, j'aurais pu aussi rajouter son beef avec Lil Durk. C'est vrai que les beefs en général, ça booste la carrière d'un artiste, mais je pense que dans leur cas, ça leur a pas fait du bien. Mais j'ai préféré ne pas en parler dans cette vidéo parce que ça allait la rallonger. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. La leçon que l'on peut retenir sur Chief Keef et sa carrière globalement, c'est que la signature et le momentum de la première, deuxième année ne suffit pas pour faire une carrière prospère en fait. Il faut de la constance, être hyper sérieux et toutes les décisions qui vont être prises au début de la carrière vont être cruciales sur la suite. Alors là, bien sûr, Chief Keef c'est resté un monument. D'ailleurs, récemment, il a eu un partenariat avec True Religion. Il en a parlé dans Don't Like, ça a fait énormément de promotion. Bon, à mon avis, c'est un partenariat qui aurait dû arriver plutôt en 2013-2014. Au moment où il était hyper chaud, mais bon, je pense que le manque de sérieux a dissuadé la marque de faire quelque chose. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, les marques ne prenaient pas autant de risques avec les rappeurs. Mais même lorsqu'il a fait ce partenariat, j'ai eu des échos qu'à LA, il n'était même pas venu à son propre
event. Mais il y avait quand même du monde qui est venu parce que Chief Keef, ça reste quelqu'un d'extrêmement populaire même là-bas. Les gens en quelque sorte continuent à le vénérer en mode ah t'es un ouf, etc. T'as révolutionné le Peura. Donc c'est vraiment une dinguerie et c'est assez unique en soi parce qu'en général un artiste comme ça tombe dans l'oubli. Donc il n'est pas tombé dans l'oubli mais voilà, passé à côté de sa carrière. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de liker, commenter et surtout donne-moi ton avis. Est-ce que tu penses que Chief Keef n'a pas été au rendez-vous avec son destin? Dis-moi tout en commentaire. Je sais les fans de Chief Keef, vous allez me dire qu'il est génial, etc. Mais objectivement parlant, est-ce qu'il aurait pas pu faire mieux? J'attends de voir ce que vous avez à dire. Merci à vous de me suivre, merci pour tout. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à la semaine prochaine. Cheers!